Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va continuer les cours fondamentaux sur le Swift, donc les bases du Swift, avec cette troisième partie, car j'avais oublié de montrer d'autres fonctions, d'autres méthodes, et d'autres types même. Donc forcément, on peut jamais tout montrer, mais il y a quand même des choses que j'ai laissé passer et que je vais vous montrer aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel. Donc comme toujours, on crée Playground. Donc voilà, pour les bases du Swift, car c'est un cours fondamental et on n'a pas besoin vraiment de choisir le type d'OS, car c'est du, Swift de base. Donc tout de suite, moi je vais mettre en grand. Voilà, et on va commencer. Donc je précise bien que c'est quand même bien d'avoir UUIKit, car forcément je ne vais pas recoder toutes les fonctions qu'il y a dedans, donc c'est vraiment bien cette librairie. Donc on va garder cette librairie. Donc auparavant, je vous avais montré qu'on pouvait faire des variables. Donc des variables de type int, caractère, chaîne de caractères, etc. Donc là pour l'instant j'ai juste fait ça, mais ça va nous servir pour la suite. Donc j'avais bien sûr expliqué qu'on pouvait faire comme ça, c'est comme vous voulez. Donc soit présenter machin, ou soit string. Donc voilà. On a vu aussi qu'on pouvait faire des opérations mathématiques. Comme par exemple variable 1 est égal à variable 1 plus 50. Donc il donne bien 60, donc 10 plus 60. Qu'on peut aussi faire un raccourci pour dire, au lieu de répéter variable 1, on peut faire plus égal 50, donc ce qui donne exactement la même chose. Qu'on peut aussi incrémenter plus 1 à la variable, donc plus plus. Donc ça va incrémenter, ça va pas l'afficher directement, mais si on fait un print de variable 1, on voit bien que le 61 est ajouté, et bien sûr le retour à la ligne du print, mais ça pour l'instant c'est pas important. Donc là, variable 1 plus 1 donne bien 61. Et on peut voir aussi que si on veut faire directement le changement, on peut aussi faire une incrémentation ici. Donc là vraiment c'est en fonction du code que vous aurez, mais généralement ce sera toujours de cette manière. C'est toujours mieux. On a vu aussi les conversions. Donc par exemple, je vais print la conversion de variable 5, qui était une chaîne de caractères auparavant, qui est devenu un chiffre optionnel. Donc voilà, ça en fait j'avais oublié de vous faire la précision. Donc les conversions rendent les variables optionnelles. Mais quand on ajoute un point d'exclamation, donc je vais bien vous montrer que c'est la conversion, donc juste après la conversion on ajoute un point d'exclamation, et c'est bon, notre variable est considérée comme un vrai entier pour le cas du int. Donc si c'était par exemple un double, donc un nombre à virgule, ça fonctionne aussi pareil. Donc si on enlève le point d'exclamation, c'est considéré comme un type optionnel. On peut voir aussi que on peut directement affecter à une nouvelle variable. Donc variable 6 par exemple sera égal à la conversion de int de variable 5.
Donc là, variable 6 sera un type optionnel. Excusez-moi. Donc voilà, variable 6 sera un type optionnel. On voit qu'on peut directement faire comme ça aussi pour bien préciser que c'est un type optionnel. Donc int mais avec un point d'interrogation. Donc on voit que ça change rien, optionnel. Si bien sûr on ajoute le point d'exclamation ici et que l'on garde le point d'interrogation, notre type va rester optionnel. Donc si on supprime le point d'interrogation, donc voilà, on voit qu'on a un vrai entier. Donc c'est bien considéré comme un vrai entier de .int. Donc bien sûr, pas besoin de le préciser. Donc après, c'est vous qui voyez, soit vous faites la conversion directement et que vous mettez ça, mais le mieux, c'est de faire la conversion et garder le type optionnel, car le type optionnel propose deux valeurs en fait. Donc pour le coup, ce serait soit un int, soit nul. Ça se caractérise par nil. Donc en fait, c'est si on fait une mauvaise conversion. Donc par exemple, si j'avais fait une conversion de salut, par exemple. Donc salut, c'était la variable 2. Print. Donc en fait, ça va pas nous mettre d'erreur, ça va pas dire que la conversion a échoué. Ça va directement affecter à variable 6 la valeur nulle. Donc ce que les autres valeurs n'ont pas. Donc si c'était un type normal int, donc par exemple, je vais vous montrer que par exemple, si je voulais affecter à variable 1 la valeur nulle, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà. Donc le type nul n'est pas assigné. Enfin nul, on peut pas mettre de variable nulle à un type que ce soit int, que ce soit double, string, etc. Alors qu'une variable optionnelle, on peut très bien mettre variable 6 est égal à nul et ça ne va pas faire d'erreur du tout. Donc pour le coup, c'était déjà égal à nul. Mais si on retrouvait notre fonction originale qui par exemple une conversion qui s'est bien passée et que après on a mis égal à nul, ça va garder égal à nul forcément. Donc comme je vous l'ai dit, le mieux c'est de ne pas mettre le point d'exclamation ici, mais c'est de garder la variable dont on a fait une conversion et d'après faire une vérification, donc avec un simple if. Donc si variable 6 n'est pas égal à nul, alors on va faire le print de variable 6. Donc soit on va faire le print de variable 6, soit on va utiliser variable 6 en étant sûr que bien sûr c'est un type, c'est un vrai entier parce que la conversion aurait fonctionné. Je vous montre bien pour être sûr que par exemple si je fais variable donc variable 7 qui sera cette fois-ci une chaîne de caractères et que je précise optionnel, donc toujours une chaîne de caractères mais avec le point d'interrogation, je peux faire variable 7 égale à nul sans problème. Donc pas d'erreur. Ça fonctionne vraiment pour tous les types. Donc voilà. Aussi en parlant de conditions, il existe un autre type de condition, donc c'est le switch, qui aura son utilité si par exemple, donc je vous montre un exemple de code. Donc petite faute ici, c'est bien un ou. Donc soit entre 0 et 10 compris, soit entre 41 et 54 compris. Et là on va faire un print de test. Donc là, variable 4 est bien compris entre 0 et 10, car il vaut 7. Donc par exemple, si on met 11, on voit que ça ne fait rien. Si on met 54,
on voit que ça devrait le faire. Donc voilà. Donc là on voit quand même que c'est assez compliqué si on veut faire plusieurs fois ce truc. Par exemple dire si maintenant c'est entre 11 et 12 par exemple, enfin entre 11 et 15 par exemple, ça va vite devenir assez chiant. Et donc au lieu de ça, on va faire directement un switch. Donc je vais garder ça pour l'instant. Donc un switch de variable 4 uniquement. Donc le switch utilisera à chaque fois la variable 4. Donc on va faire une condition sur la variable 4. Et on va dire par exemple, si c'est entre 0 et 10, ou entre 41 et 54, on va faire un print. Donc là, ça va fonctionner. Mais là, il nous dit que un switch doit forcément avoir une valeur par défaut en fait. Donc voilà, une défaut. Donc à chaque fois qu'on fait un switch, on est obligé de mettre un default pour dire que à chaque fois, si variable 4 n'est dans aucune case qu'on a définie en fait, donc si par exemple là pour le cas il vaut 11, on va aller directement dans default. S'il vaut moins 194, etc., il va toujours aller dans default. On peut ajouter autant de cases que l'on veut. Donc par exemple, si maintenant c'est entre 20 et 40, mon nombre est compris entre 20 et 40, bon forcément au lieu du print on peut mettre un code, un véritable code, le code que l'on veut quoi, hein, franchement, à l'intérieur du print. Donc comme je le montre ici, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut dire que par exemple variable 4 vaudra plus 1, pourquoi pas. Donc on va faire un print de variable 4 et on va un peu tester tout ça. Donc là ça vaut 54. Donc comme c'est forcément comme je l'ai dit. Donc si par exemple je le définis à 30, donc voilà, ça va dans ce switch là, entre 20 et 40, et ça fait variable plus 4, plus 1, donc 31. Et là, si c'est entre 90 et 105, eh bien on va dire qu'on quitte avec un break. Donc ça c'est un break en fait, c'est pour dire qu'on coupe carrément le code du switch. Uniquement du switch. Donc si je mets par exemple 91, on ne fait ni celle-là, ni celle-là, ni celle-là, et encore moins le default, car ça correspond bien à 90, 105. Et forcément, si je mets 108, 106, on va prendre celui-ci. Donc voilà, vous l'avez compris, ça nous évite plusieurs if avec la même variable. Aussi, je l'avais déjà fait dans l'ancien tutoriel, 3 boucles qui font la même chose. Donc pour montrer un peu les types de boucles qu'on pouvait avoir. Mais comme le Swift 1.2 n'est pas pareil que le nouveau Swift actuel, je vais vous remontrer vite fait. Donc si je voulais faire un for i, enfin si je voulais faire une boucle dans une chaîne de caractères quelconque, on devait ajouter un point caractère maintenant. Donc on doit ajouter un point caractère. Donc on va dire que c'est un peu plus explicite, on va dire que le i sera le caractère, donc pourquoi pas caractère. Hein. Donc si on fait un print, donc j'ai oublié for caractère in, donc forcément pour caractère dans cette chaîne de caractères, donc ça nous fait bien 9 exécutions. Donc là ça nous affiche là. Pour afficher toutes les exécutions, on fait un clic droit et on met value history. Donc pour bien montrer ce que le print fait, donc il fait d'abord D, donc D, après F, après D, après F, ainsi de suite, etc. Donc ça, je vais le désactiver.
Sinon on peut cliquer ici et faire pareil, clic droit, value story. Si on voulait faire une boucle dans un tableau, donc for i in et le tableau en question, donc par exemple 3, 4, 5, 6. On fait un print de i. Donc là, toujours pareil. On l'a bien 3, 4, 5 et 6. Qui correspondent aux valeurs du tableau. Et si on veut faire un for i encore in de 3 à 6, donc là c'est encore plus précis, on veut uniquement faire de 3 à 6, et bien ça fonctionne pareil. Donc on voit bien 3, 4, 5, 6. Et comme forcément j'avais dit que les trois boucles font la même chose, et bien pourquoi pas, au lieu de mettre une chaîne de caractères, on met aussi 3, 4, 5, 6, mais dans une chaîne de caractères. Et forcément, inutile de vous dire que ça peut très bien être, ça peut être remplacé par une variable. Donc par exemple, la variable 2, par exemple, ça peut très bien être remplacé par ça. Hein. Vous voyez, salut. Hein. Et pareil pour cela, ça peut être remplacé par une variable qui est de type array. Donc comme ceci par exemple. Hein. Bon, je l'appelle A pour l'instant, parce que je ne vais pas la réutiliser. Donc si j'avais fait ça, ça aurait fait pareil. Donc voilà. Hein. Donc là je profite aussi pour montrer qu'un array, c'est de type array tout simplement. Et là forcément ça reste de 3 à 6. Après aussi souvent, quand on fait des programmes assez complexes, généralement on a forcément besoin d'utiliser ça. Donc on fait forcément une technique, une manip qui par exemple va dire variable 9 égale 1. Mais cette variable 9 correspond en fait à un mouvement d'une porte. Par exemple, pour dire fermer, si la porte est fermée, si la porte est ouverte ou si elle est à moitié ouverte, par exemple. Donc, par exemple, de variable 9, on peut dire mouvement de la porte. Bon, je sais, j'ai pas vraiment d'idée, mouvement de la porte. Et on voudrait dire que si, par exemple, mouvement de la porte est égal à 1, on voudrait faire le code qui ouvre la porte. Donc moi je vais faire juste un simple ouvrir. Et que du coup, si movePort était égal à 2, on aurait fait le code pour ouvrir à moitié la porte. Donc je fais bien attention à mon else. Donc ainsi de suite. Si c'était égal à 3, on dit on ferme la porte. Donc ça, on l'aurait pu le faire. On aurait pu aussi le faire, comme certains me diront, s'ils ont bien suivi ce cours depuis le début, on aurait pu faire aussi un switch avec move de la porte, disant 1, on ouvre la porte, 2, on ouvre légèrement la porte, ainsi de suite. Donc c'est vraiment comme vous voulez, mais c'est pas vraiment le but pour cet exemple, donc vous faites comme vous voulez. Mais du coup, en fait, mouvement de la porte, si par exemple vous êtes plusieurs développeurs à développer sur l'application et que par exemple, maintenant, le nouveau développeur qui prend le projet en charge veut dire que, n'a pas vraiment lu la documentation, ou sinon vous n'avez pas fait de documentation pour dire que le 1 c'était ouvrir la porte, le 2, etc. c'était
ouvrir légèrement la porte, et que lui il s'amène et qu'il croit que mouvement de la porte 0 ça correspond à ouvrir la porte. Et bien là il va avoir des soucis, parce que là on ne sait pas quoi faire, on prend le default. Et forcément après, mouvement de la porte peut prendre une valeur presque infinie quoi. Et nous on voudrait seulement 3 valeurs, on voudrait seulement que mouvement de la porte ait uniquement 3 valeurs. Donc pour ça on va pas faire une variable, on va faire quelque chose qui s'appelle une énumération. Donc énumération mouvement porte, mais qui va se comporter vraiment comme une variable. Donc forcément on peut pas avoir bon là c'est pas vraiment l'erreur que ça nous dit, mais on peut pas avoir le même nom d'une variable. Donc on supprime la variable précédemment créée, et là on crée une énumération. Donc dans cette énumération on va créer seulement les variables, enfin on va uniquement créer les valeurs possibles de mouvement porte. Donc pour notre cas ce sera seulement ouvrir, soit ouvrir à moitié, soit fermer. Donc voilà, là au moins on est bloqué à 3 valeurs, et le développeur qui s'amène dans le nouveau projet pourra bien voir que mouvement porte ne peut comporter que 3 valeurs. Du coup là je vais même appeler cette variable, bien préciser que là c'est l'énumération, et que du coup on est obligé de créer une variable totalement normale maintenant. Donc je vais reprendre mouvement porte, et qui cette fois-ci pourra prendre seulement donc voilà, on fait un point, on attend la correction, et voilà là, la complétion automatique, on peut mettre que 3 valeurs à la variable mouvement porte. Donc soit fermer, soit ouvrir à moitié. Donc par exemple on décide de mettre ouvrir. On va dire que là, ce serait du ouvrir. Là ce serait du ouvrir à moitié, et là du fermer. Donc c'est un peu le même, principe, et là forcément on n'a plus besoin du default, car comme je vous l'ai dit, il sera jamais exécuté le default, parce que notre variable contient uniquement 3 valeurs. Donc cela. Et là forcément je trouve, moi personnellement je trouve ça pas mal, et au lieu d'utiliser 1, 2, 3, 4, au moins là c'est vraiment clair et net. Et si par exemple on veut faire dans un if, ce sera aussi pareil, ce sera donc mouvement de la porte égale à fermer par exemple. Mais voilà, donc forcément, dans notre code, mouvement de la porte va prendre la valeur, par exemple ouvrir, et là on va bien dire on ouvre la porte. Et si par exemple plus tard dans le code, on dit que maintenant, parce qu'un client a fait une action, je ne sais pas laquelle, mais elle a fait une action, et bien on va définir cette mouvement de la porte à fermer par exemple. Donc là j'ai fait une erreur. Voilà, énumération. Et ben maintenant le code va dire qu'on ferme la porte, et toujours là ça prend bien le if que j'ai créé. Donc là c'est à vous de voir si soit vous êtes un bon développeur, soit vous préférez faire simplement sans énumération, faire 1, 2, 3, 4, etc. C'est vous qui voyez, et c'est surtout comment votre chef de projet veut que le code soit fait. Donc s'il veut du code propre, utilisez une énumération. Là aussi je vais vous montrer quelque chose de particulier. Donc si on crée un objet par exemple, donc là j'ai vraiment fait une classe de test, donc une classe très très basique, mais c'est uniquement, donc ne vous préoccupez pas de ça, c'est vraiment ça. Donc par exemple si je crée une variable 13 par exemple, qui a pour valeur, entre guillemets, classe test. Donc forcément, variable 13, on pourrait faire variable 13, on pourrait afficher le nom qu'on a défini dans le nom par défaut en fait.
Donc en l'occurrence, yo. La variable 14 aura ce même nom car elle est définie très basiquement. Mais si par exemple on la change, cette valeur. Donc là, rien de compliqué non plus. Si par exemple je mets Arthur. Là on voit bien que variable 13.nom vaut maintenant Arthur. On va faire la même chose pour print variable 14 cette fois. Forcément, point nom. Celui-là, il vaut encore non. Mais si par exemple, je pense que c'est possible. Je crée une variable 5, 15. Non, d'ailleurs, je vais plus le faire... je vais le faire en dessous. Donc je dis, je crée une variable 15 qui veut avoir le nom Arthur. Et comme j'ai déjà le nom Arthur dans ma variable 13, je fais ça. Donc là, c'est tout à fait possible. Donc si par exemple, je fais le print maintenant de ma variable 15, donc je sais pas si vous comprenez bien, mais là du coup, maintenant, forcément, variable 15 sera égale à la variable 13, donc qui avait le nom Arthur. Donc forcément, la nouvelle variable 15 aura ce nom-là. Mais si par exemple, n'importe où dans le code, encore une fois, si par exemple n'importe où dans le code, je change uniquement la valeur du nom de la variable 13. Donc si par exemple je dis un autre. Donc bien sûr, après la création de variable 15. Donc normalement, variable 15 est égale à variable 13 avant, donc qui était égal à Arthur. Mais là, en fait, on voit que variable 15 est une copie conforme de variable 13. Et du coup, si on change la valeur de variable 13 dans le code, variable 15 sera égal à variable 13 en fait. Donc les deux sont exactement pareils. Donc ça, c'est à bannir. Il ne faut jamais faire ça. Parce que ça va vraiment prendre en compte toutes les modifications que vous faites sur variable 15 seront répercutées sur variable 13. Et d'ailleurs, pour vérifier par exemple que deux variables sont égales, donc si par exemple on dit, là on fait 3 égales pour dire est-ce que c'est vraiment, on va dire que c'est de même, enfin pas de même type mais de la même référence en fait, parce que là en fait les deux variables ont la même référence. Ce ne sont pas deux variables différentes, ce sont les mêmes en fait. Donc par exemple, donc voilà. Donc là j'affiche, ce sont des mêmes. Donc vous voyez, alors que pourtant, on est d'accord que si je mets variable 14, le nom, et que je mets un autre, toutes les variables, donc variable 13, variable 14 et variable 15, auront toujours un nom, un autre comme nom. Mais si je fais ça, eh ben ça le prend pas parce que le triple égal ne vérifie pas si par exemple donc du coup si on fait ça, là par contre ce sera bien égal. Donc le nom de la variable 13 est égal au nom de la variable 14. À ne pas confondre avec la variable 14 n'est pas égale à la variable 14 qui n'est pas la variable 14, c'est bien une classe à part de la variable 13. Donc on pourrait croire forcément que variable 15 est une duplication de variable 13, mais ce n'est pas le cas, c'est vraiment la même référence, donc bien faire attention. Là encore un autre truc qu'on peut considérer de inutile, mais vraiment c'est quand même bien de le faire en fait.
parce que ça rend le code plus lisible et beaucoup plus court. Donc par exemple, je vais faire une variable 16. Variable 17 sera de type string, mais un type optionnel. Donc on n'est pas obligé de mettre une valeur par défaut, parce que comme je l'ai dit, ça peut prendre soit nul, soit une chaîne de caractères du coup. Là je vais faire un truc. Je vais dire que variable 16 est égal à la variable 7 ou égal à ça. Excusez-moi, c'est variable 17. Donc en fait là, on va dire que c'est un if dans une variable. Donc en fait il dit variable 16 sera égale à variable 17 si elle existe. Sinon, si elle n'existe pas, variable 16 sera égale à salut. Donc, la variable 16, forcément variable 17 est égale à nul, donc c'est considéré comme si elle n'existe pas en fait, on va dire ça comme ça. Donc ça affiche salut. Donc si par exemple vous demandez dans votre code à un utilisateur de rentrer le fruit, bon n'importe quel fruit, hein, vous allez dire, si l'utilisateur rentre un fruit, donc le fruit on va considérer que c'est la variable 17, donc si par exemple il rentre orange, et bien la variable 16 sera égale à la valeur que l'utilisateur a rentrée. Donc là je dis... Mais si l'utilisateur n'a rien rentré, et que du coup, cette valeur n'a pas été modifiée, eh ben, par défaut, variable 16 sera égale à pastèque. Donc c'est à vous de voir. Donc voilà, ça éviterait de faire tout ça, en fait, if variable 17 égale à nul, alors variable 16 est égale à pastèque, sinon variable 16 est égale à ce que l'utilisateur a rentré. Donc vous voyez, vous avez tout ça en une ligne, c'est quand même pas si inutile que ça. Maintenant aussi, on va voir aussi un autre type d'objet. Donc comme je l'ai dit, c'est toujours UIKit qui gère ce type d'objet. Ça va être un type d'objet AnyObject en fait, et ça c'est vraiment pas mal. J'ai créé une nouvelle variable. Donc non, juste je vais vous montrer par exemple avec une variable que j'ai créée, par exemple variable 2. Si je veux dire que variable 2 est égale maintenant à variable 1 par exemple. Donc si je dis variable 2 est maintenant égale à variable 1. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que un type int ne peut pas être associé à un type string. Parce que variable 2 c'était une chaîne de caractères, un string, et variable 1 c'était un entier. Donc ça le fait pareil si par exemple j'avais mis un chiffre ici, ça aurait fait la même erreur. Donc voilà. Donc un string, si par exemple au début variable 2 était une chaîne de caractères, ça va rester une chaîne de caractères toute sa vie, enfin du moins pendant toute l'exécution du programme. Et pour pallier à ça, on peut dire que variable 2 c'est de type AnyObject. Donc pour l'instant Swift reconnaît que c'est une chaîne de caractères, donc ça va toujours faire les mêmes calculs qu'une chaîne normale. Mais je vais créer une nouvelle variable ici. Donc variable 18 de type AnyObject. Donc ouais, je vais garder salut. Et si maintenant par exemple variable 18 est égal à donc un chiffre virgule, ou maintenant j'ai envie de dire que variable 18 est égal à un chiffre booléen, donc true. Si maintenant je dis que variable 18 est égal à revient une chaîne de caractères par exemple, hein,
eh ben c'est possible, ça ne va pas faire d'erreur. Et bon, quand même, forcément, quand on utilise ce type de variable, bien que bien que je la conseillerais pas, mais c'est quand même utile parfois, je dis bien parfois, eh ben il faudrait faire une vérification quand même avant d'utiliser cette variable. En tout cas, c'est un conseil. C'est de dire par exemple, donc voilà, si c'est de type string, c'est une chaîne de caractères. Sinon, si par exemple c'est de type booléen, c'est comme ça qu'on fait. Donc par exemple, ainsi de suite, donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Et voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel, et j'espère que vous allez suivre toute la liste de tutoriels, à savoir aussi la 4e partie des bases pour le Swift.